Bon ben voilà, nickel. Bien garé. Un petit coup de clé pour verrouiller. Je vais lui mettre un petit coup de brouilleur. Ça va empêcher la fermeture. Nickel. Allez, il n'y a plus qu'à aller profiter et se balader à la plage. Ça y est, je peux y aller. En fait, le véhicule est resté ouvert. Un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Ah. Non mais c'est quoi ça? Mais il est où mon Manuka? Il est où mon van? Oh non, mais pas ça, pas ici. Mais qu'est-ce que je vais faire? Oh, j'ai plus de maison. Mais quel jeu d'acteur, quel jeu d'acteur! Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous deux astuces très simples qui m'ont permis de sécuriser mon véhicule contre le vol à un tarif vraiment imbattable puisque j'ai dépensé 25 €. Pour être tout à fait honnête et transparent, ce montant n'intègre que les fournitures et pas les frais d'intervention d'un électricien automobile spécialisé en la personne de Jeff que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo et qui a réalisé les travaux pour moi gracieusement. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je m'appelle Philou et on parle ici d'aménagement de van. Le petit van que vous voyez juste derrière, je l'ai surnommé Manuka et je l'ai aménagé moi-même à partir d'un utilitaire en utilisant du bois de palette, de la toile de jute, du liège, etc., etc. et aussi pas mal d'huile de coude. Néanmoins, les deux modifications électriques que je vais présenter ici peuvent être implémentées sur n'importe quel véhicule récent mis en circulation à partir de 2004. Je me suis naturellement intéressé au sujet de la sécurité parce qu'en 2024, il y a tout de même eu 140 000 vols de véhicules en France, soit presque 400 par jour. Et parmi ces 140 000 véhicules, il y a 300 camping-cars ou véhicules aménagés qui ont été volés dans l'espace de l'année et 1200 qui ont été visités ou cambriolés. En août 2025 a même eu lieu le vol de 150 camping-cars par un réseau organisé qui se sont débrouillés ensuite pour falsifier les plaques d'identification des véhicules, leur produire de nouveaux papiers administratifs en vue d'une revente à des tarifs défiant toute concurrence. Rappelons ici que le budget moyen d'achat d'un camping-car c'est 50 000 € et que de très nombreux vols ont lieu en présence même des occupants. Très souvent c'est la nuit et parfois aussi sans aucune trace d'effraction. Le plus souvent ce sont sur les aires d'autoroute qui sont la cible privilégiée des voleurs. On a donc affaire à des professionnels de la délinquance qui sont parfois équipés d'outils électroniques qui sont tout à fait capables de déverrouiller les systèmes de fermeture des véhicules. Les vols peuvent avoir lieu en plein jour, en pleine rue, sur un parking de supermarché, en France ou à l'étranger, avec les conséquences qu'on imagine pour des véhicules aménagés comme Manuka, qui sont de véritables petites maisons roulantes. Je vais présenter successivement les différents risques encourus, l'effraction, le vol avec effraction et le vol sans effraction, qu'on appelle aussi le mousejacking. Si vous n'avez jamais entendu parler de mousejacking, vous êtes au bon endroit. Je présenterai également les différents outils qui sont vendus dans le commerce et qui permettent de s'en prémunir, mais aussi leurs failles, parce qu'en grattant un petit peu sous le vernis, on se rend compte que certains systèmes sont très onéreux et sont parfois complètement inefficaces, au dire même des services de police qui sont chargés de la lutte contre le vol de véhicules. Voici donc dans cette vidéo ma solution en deux astuces simples, efficaces, peu onéreuses et qui sont d'ailleurs connues de certains camping-caristes. Installation d'un interrupteur après contact caché dans l'habitacle pour empêcher le démarrage et installation d'une prise OBD factice qui va rendre le mousejacking inopérant. Et allez hop, vamos al trabajo! Alors, en termes de sécurité, quels sont les risques encourus? On va commencer par parler de l'effraction. Le risque le plus connu, c'est très certainement le bris de vitre qui permet de passer la main à l'intérieur du véhicule et d'ouvrir une porte, par exemple. Il y a ensuite le crochetage d'une serrure de porte qu'on qualifie de technique fine, sans destruction de la serrure, à l'aide de crochets ou de parapluies. Mais là, il faut du temps et il faut de la compétence. Donc on la voit plus trop celle-là. Plus souvent utilisée, c'est carrément la destruction de la serrure, le plus souvent avec une perceuse sans fil. On peut citer aussi la porte pliée ou en écharpe. Ça, c'est assez impressionnant quand on retrouve les véhicules. Et c'est un procédé qu'on dit en appui, parce que le voleur, il s'appuie sur le bas de la portière pour ouvrir le haut. On peut tout de même dire qu'en 2025, ces procédés deviennent de plus en plus obsolètes et de moins en moins utilisés, justement parce qu'ils sont destructifs. Donc dans le cas d'une revente en suivant, c'est pas vraiment intéressant, parce qu'il y aurait des frais de remise en état. Mais on a aussi vu la technique du chien drogué. Ça, c'est pour les vols de véhicules aménagés chez les particuliers. Les voleurs
se présentent en fin de journée, ils sont dérangés par un chien qui aboie à la clôture, ils leur administrent un petit peu de somnifère et ils reviennent un petit peu plus tard dans la nuit pour effectuer leur forfait. Je vais parler également du gazage de nuit, mais ça c'est plutôt anecdotique. C'est-à-dire qu'on vient introduire un gaz soporifique à l'intérieur de l'habitacle par l'extérieur, via une grille d'aération par exemple. Mais là, je ne vais pas trop en parler de cette technique-là parce qu'en fait, il y a eu quelques témoignages, mais ça n'a pas été vraiment prouvé. Tout simplement parce qu'il faudrait une grande quantité de gaz et que ce gaz, il coûte très cher. Et on en vient tout naturellement à parler de la technique de vol la plus utilisée en France, c'est le mouse jacking. On appelle ça aussi le vol de voiture 2.0 sur les véhicules modernes. C'est un vol à la souris, c'est un vol sans effraction. Donc aujourd'hui, c'est fini la perceuse, le volant, on fait toucher les fils dessous et ça démarre. Non, terminé. Grâce à un piratage informatique, ça concerne actuellement 3 vols sur 4 en France, c'est-à-dire 300 vols par jour. Et c'est un préjudice énorme, 1,2 milliard d'euros en France chaque année. Et très concrètement, il y a 2 méthodes. La toute première méthode consiste à intercepter le signal de fermeture centralisée qui est déclenché par l'utilisateur avec le bouton de sa clé ou sa carte de démarrage. Pour ça, les voleurs utilisent un petit boîtier qui ressemble à une petite télécommande qui n'est ni plus ni moins qu'un brouilleur d'ondes. Je vais lui mettre un petit coup de brouilleur. Ça va empêcher la fermeture. Mais ils peuvent utiliser aussi un PC portable ou une tablette équipée d'un logiciel malveillant et d'un brouilleur d'ondes. Le but est en fait d'empêcher la fermeture centralisée du véhicule qui donc reste ouvert. Le propriétaire s'éloigne et quelques secondes, voire quelques minutes plus tard, le voleur peut naturellement ouvrir la porte du véhicule. Un jeu d'enfant, un jeu d'enfant. Et le tour est joué. La deuxième méthode consiste à organiser la programmation d'une nouvelle carte vierge pour le démarrage. Pour autoriser le démarrage, par contre, s'il n'a pas la clé, la seule façon de rentrer dans toute l'électronique de votre véhicule, elle est là. La porte d'entrée, c'est elle, la prise OBD. Question, est-ce que via la prise OBD, on peut déclencher le démarrage du moteur? Oui. Et ça se fait grâce à un logiciel de diagnostic qui est généralement utilisé par les garagistes et qui est revendu, bien évidemment, au marché noir. On trouve des logiciels spécifiques, tout fait. Il y a des gens toujours bien intentionnés, capables de se faire l'argent là-dessus, quoi. Et d'autres pour l'acheter et justement pouvoir voler les véhicules, quoi. Grâce à cette nouvelle carte, on va pouvoir ouvrir les portières, débloquer le volant et bien évidemment démarrer le moteur. Là, tranquille, il n'y a plus qu'un bout de fil à acheter, quoi. Avec ça, d'un bout femelle et un USB à l'autre bout pour brancher sur un ordinateur, une tablette, etc. Et là, vous démarrez, vous reprogrammez les voitures, vous leur redonnez une identité, même si vous voulez, vous faites tout ce que vous voulez. Et dans la nuit, le véhicule, il a passé la frontière. Ah, c'est ça, ouais. Et pour clôturer, il y aurait une toute dernière méthode que je ne vais pas développer ici, qui concerne les véhicules très récents, et qui est le fait de pouvoir prendre le contrôle d'un véhicule à distance grâce à la Wi-Fi pour les véhicules connectés. Et ça, on peut même le faire depuis un canapé. Mais parlons maintenant un petit peu d'assurance, qui est tout de même une notion cruciale lorsqu'on parle de vol de véhicule. Dans le cas du merge jacking, c'est-à-dire en l'absence d'effraction, il est arrivé dans certains cas que l'assurance refuse de rembourser l'intégralité de la valeur du véhicule. En effet, il existe un vide juridique. Comment l'assuré peut-il prouver que le véhicule a été volé en l'absence d'effraction? Je me suis donc fendu d'une petite visite chez mon assureur pour vérifier que j'étais bien assuré contre le merge jacking. Et c'est le cas. Je suis couvert contre toutes les formes de vol électronique. Mais globalement, il y a 3 cas de figure qui nécessiteront, quoi qu'il arrive, l'intervention d'un expert. Si le véhicule est retrouvé dans les 30 jours et qu'il est toujours utilisable, l'assurance peut décider de prendre en charge les éventuels frais de remise en état suite à des dégradations. Si le véhicule n'est plus utilisable, qu'il a été retrouvé entièrement brûlé par exemple, à ce moment-là, l'assurance va rembourser selon l'estimation du porteur et des équipements intérieurs. Du coup, c'est une très bonne idée de bien conserver absolument toutes les factures d'achat. Si le véhicule est retrouvé après les 30 jours, qu'il est toujours utilisable et que l'assuré souhaite le récupérer, à ce moment-là, il doit rembourser à l'assurance les sommes qui avaient été versées. Si au contraire, il n'est plus utilisable ou que l'assuré ne souhaite pas le récupérer, à ce moment-là, le dossier est clôturé et l'assureur devient le propriétaire du véhicule. Mais attention, précision très importante, dans tous les cas, l'expert va demander à ce qu'on lui présente les 2 clés ou les 2 cartes de démarrage. Autre détail important, mon contrat d'assurance stipule la mention suivante.
suivante. Pour les garanties vol et tentatives de vol, des mesures de sécurité doivent être mises en œuvre. Il est donc essentiel de bien conserver précieusement toutes les factures des dispositifs anti-vol qui ont été mis en place. Je pense à une canne, un traceur, une alarme. Et pour clôturer avec le sujet de l'assurance, il me semble que c'est tout de même une bonne idée de souscrire à une garantie optionnelle qui va couvrir les accessoires et le contenu privé de tout ce qui se trouve à l'intérieur du véhicule. Dans mon cas, ça va jusqu'à 3 500 € de valeur. Ça pourrait aller au-delà, mais du coup, la garantie, elle est plus chère. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Je vais aborder maintenant les solutions qui sont proposées dans le commerce pour se prémunir du vol et de l'effraction, mais surtout leurs failles. Et je vais commencer par l'effraction. Certaines personnes utilisent les ceintures de sécurité, des sangles, des anneaux de blocage ou une barre de sécurité télescopique pour bloquer les portières de l'intérieur. On peut reprocher à ces solutions mécaniques qu'elles sont tout de même assez fastidieuses à la mise en place et qu'elles sont envisageables uniquement sur des périodes d'absence longue du véhicule. Il existe ensuite les films anti-effraction à poser sur les vitrages qui existent en plusieurs épaisseurs, en pose extérieure ou intérieure. Pour ma part, je trouve que c'est une solution vraiment efficace parce qu'elle retarde bien l'intrusion et c'est très probablement une solution que je vais mettre en place dans un futur proche. On a également la possibilité de rajouter des serrures additionnelles qui sont généralement posées et visibles de l'extérieur, généralement sur le coulissant et sur les portes battantes à l'arrière. On appelle ça des blocs de sécurité. Ça fonctionne tout simplement avec une clé qui permet de verrouiller individuellement chacune des serrures. Mais attention, cette solution-là risque de bloquer l'homologation VASP. Et puis on est tellement habitué au verrouillage centralisé que ça peut paraître un peu fastidieux pour certaines personnes de faire le tour du véhicule et de verrouiller ou d'ouvrir chaque serrure individuellement. Parlons maintenant des solutions contre le vol. Il y a la bonne vieille canne ou le bloc volant qui sont dissuasifs mine de rien puisqu'ils sont visibles de l'extérieur. L'inconvénient c'est qu'ils sont un peu contraignants à mettre en place à chaque fois qu'on quitte le véhicule. Il existe également des antivols de frein à main qui vont venir bloquer le levier de vitesse. Mais l'inconvénient, tout comme la canne, c'est que la serrure est accessible pour le perçage. Il existe aussi des blocs qui permettent de bloquer une ou plusieurs pédales. Ça, c'est pas mal parce que du coup, la serrure n'est plus accessible pour un éventuel perçage. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est un peu contraignant de venir se baisser au niveau du siège à chaque fois qu'on a besoin de l'installer. On peut aussi installer un sabot de Denver ou un bloc roue, mais là, on sera à peu près tous d'accord, au quotidien, c'est tout de même un petit peu fastidieux. On a également la possibilité d'installer une alarme que l'on connaît tous. Et pour ça, globalement, il y a deux technologies. Le volumétrique qui va détecter une différence de volume à l'intérieur du véhicule lorsqu'on va ouvrir une porte ou une fenêtre. Et puis ensuite, il y a le périmétrique. C'est-à-dire que pour ça, on va installer sur chacun des ouvrants, porte, fenêtre, lanterneau, un petit contacteur. Une alarme, ça peut être très très dissuasif, non seulement pour les voleurs, mais aussi pour alerter le voisinage. Mais il y a tout de même quelques petits bémols. Tout d'abord, les voleurs peuvent tout à fait s'équiper d'un dispositif anti-bruit et c'est pas parce que le voisinage est alerté qu'il va intervenir, si vous voyez ce que je veux dire, dans d'autres circonstances. Et si on considère les zones vraiment isolées, comme si par exemple le van était garé sur un parking de randonnée en haut de la montagne, très franchement, l'alarme, elle va pas faire une grosse différence. Et dernière chose, visiblement, lorsque le voleur s'est introduit dans le véhicule, une alarme, apparemment, c'est très facile à désactiver. On peut aussi installer une caméra à l'intérieur du véhicule avec la possibilité d'y associer un haut-parleur. Donc ça peut être intéressant pour les forces de police si on garde les enregistrements. Quoique, si le voleur il porte une cagoule, qu'est-ce qui se passe? Et très sincèrement, à quoi ça va me servir de voir en direct sur mon smartphone une ou plusieurs personnes en train de saccager mon véhicule alors que je suis à une demi-heure de là en train d'entamer une randonnée par exemple? Lorsque je vais être de retour au véhicule, il sera bien trop tard. Même si avec le haut-parleur, je vais demander aux personnes de quitter le véhicule. Ils auront le choix de le faire ou pas. On a aussi la possibilité de dissimuler dans le véhicule, attention, surtout pas de manière apparente, un tracker ou un traceur GPS qui va être
couplé à une application sur smartphone qui va permettre à l'instant T de géolocaliser le véhicule. Et certains modèles peuvent aussi se brancher sur la prise OBD. Si l'on a une alerte et qu'on constate qu'il y a eu un déplacement du véhicule, il faut appeler dans l'idéal Interpol parce que le véhicule aura peut-être déjà passé les frontières et surtout ne pas essayer d'intervenir soi-même. Les trackers GPS, c'est un énorme business. Il s'en vend 40 000 unités tous les ans en France. Certains systèmes complets offrent de très nombreuses fonctionnalités. Déclenchement d'alarme, caméra de surveillance, verrouillage et déverrouillage à distance, alerte par SMS, définition d'une zone de confiance, immobilisation à distance par coupure du moteur, diffusion de messages vocaux dans l'habitacle et même pour certains, intervention de détective privé. Oh! Mais ces systèmes présentent tout de même quelques inconvénients, notamment le coût d'installation qui peut être très élevé. Et l'installation est tellement complexe qu'on peut difficilement se passer des services d'un installateur qualifié. En plus de ça, le système de tracker est souvent couplé à un abonnement qui peut aller jusqu'à 15 € par mois. Le tracker, il faut aussi s'intéresser à son alimentation et à son autonomie, parce que s'il est plus alimenté, du coup, il ne géolocalise plus le véhicule. Mais surtout, personnellement, ce que je trouve le plus rédhibitoire dans ces solutions-là, c'est que le tracker, les alertes, etc., ça n'empêche pas le vol. Et si par exemple j'ai une alerte à 7 h du matin, mon véhicule, il a très certainement déjà passé la frontière. Et du coup, je vais le retrouver dans quel état? Et est-ce que je vais même seulement le retrouver? Visiblement, alors c'est pas pour les critiquer ou quoi, les forces de l'ordre se sont pas trop posé la question. Les trackers, c'est très bien, mais ça n'empêche pas le véhicule de partir. De finir dans un sous-sol, au 4e sous-sol, le tracker, il passe pas. Et que la voiture elle soit complètement désossée et qu'elle parte pour pièces aussi. Déjà, de ne pas pouvoir le démarrer, c'est quand même une bonne idée, quoi. La bonne vieille idée de l'antidémarrage. Et j'en arrive enfin à vous parler des 2 solutions que j'ai mises en place pour éviter le vol de Manuka. Tout d'abord, il faut que je vous explique que j'ai décidé de ne pas me prémunir contre l'effraction traditionnelle parce qu'il y a plein de manières de rentrer dans un véhicule et je considère qu'une personne vraiment intentionnée qui souhaite casser et rentrer dans un van, il va pouvoir le faire quoi qu'il arrive. À mon sens, c'est bien plus intéressant d'organiser une trappe cachée dissimulée dans un tiroir ou sous un plancher pour stocker les objets de valeur, le PC, les portables, les papiers d'identité par exemple. Ou alors d'installer un coffre-fort qui serait solidement accroché à la carrosserie. Étant donné que l'imagination des voleurs est sans limite, pourquoi ce ne serait pas aux propriétaires eux-mêmes d'utiliser leur ingéniosité pour se prémunir contre le vol ? Madre de Dios, je me pète un espèce de coup de chaud là-dessous, qui sont tout à fait capables de déverrouiller les systèmes de fermeture de véhicules. Des systèmes de fermeture de véhicules. Articule, comment veux-tu que j'enfile mon pull? Je vais finir par attirer l'attention des forces de l'ordre. Ouais, ça c'est ce que je fais d'habitude, mais je pourrais en essayer d'autres. Regarde, genre... ça le fait. Franchement, est-ce que vous m'auriez reconnu? Le risque le plus connu sûrement, c'est le bris de vitre. Le bris de vitre. Pas facile. J'ai chaud là-dedans. Oh, j'ai trop chaud. Voilà, j'ai donné. N'oubliez pas de clocher. Clocher, non, ça cloche. De cocher la petite cloche, d'activer la petite cloche, c'est ça. Ou alors... Genre style quoi. Faut que j'essaye des trucs. Mais quel jeu d'acteur, un truc de ouf. Le 4DS, ce lieu est truffé d'arbouses. Ça c'est magnifique ça. C'est l'autoroute vers Hollywood. Les Césars, tout. Oh, ça c'est beau ça. Elles sont mûres à point. Ça c'est bon, ça c'est bon. Il y a un moment où il faut savoir prendre ce que la nature a à offrir. Non, c'est pas vrai. Je suis pas gourmand. Faux. Ça, c'est n'importe quoi. Je suis pas gourmand, ok ?